Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes déjà en septembre. Le 1er septembre, c'est aujourd'hui. Alors les vacances sont finies pour la plupart d'entre nous et les vendanges commencent. C'est une période clé pour nos compatriotes vignerons, pour aussi un grand nombre d'amateurs. Mais après les périodes de gel, de canicule, les attaques de maladies en tout genre, quel vin goûterons-nous cette année? Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Alicia Doré. Bonjour Alicia Doré, vous êtes responsable éditoriale du Figaro Vin. Et on vous doit notamment à nos ivresses aux éditions Flammarion. Et puis en face de vous, un vigneron, Valentin Morel. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié un autre vin, Comment penser la vigne face à la crise écologique. Ça, c'est aux éditions Flammarion. Et puis de toute façon, on se devait de vous inviter puisque votre domaine s'appelle Les Pieds sur Terre. Donc vous êtes très France Culture. Valentin Morel, il y a quand même une question lorsqu'on voit travailler un vigneron. On se demande, mais pourquoi a-t-on choisi un tel boulot? Pourquoi s'échiner autant? Pourquoi ramasser les petits cailloux, comme vous l'expliquez dans votre livre? Pourquoi se donner autant de mal? Mais vous avez tout à fait raison, je voulais surtout pas faire ça. Puisque j'ai fui justement ma condition de vigneron, j'ai absolument pas voulu faire ça. J'ai quitté le milieu familial, je voulais faire autre chose que ça, puisque j'ai passé ma jeunesse à faire des boulots à la noix, des boulots de fou, et à subir ce stress qui transpirait sur les épaules de mon père, des intempéries, etc. Donc j'ai tout fait pour ne pas le faire. J'ai fait du droit, j'ai étudié, j'étais attaché de préfecture, j'étais cadre de la fonction publique. Oui, je partage votre avis sur le fait que c'est un métier extrêmement difficile, mais je sais que vous aimez la sociologie, je crois qu'on peut dire que j'ai été rattrapé par mon habitus. J'ai voulu le quitter, et voilà, j'ai été rattrapé par mes conditions sociales, mes racines. Et c'est un livre qui m'a fait changer, qui m'a fait me reconvertir. C'est un livre d'un philosophe américain, Matthew Crawford, qui a écrit L'éloge du carburateur. Vous auriez pu devenir mécano? J'aurais pu, voilà. Il se trouve que voilà, mon père était vigneron. Je suis redevenu vigneron. Donc vous me dites pourquoi? Je crois que simplement par hérédité, par héritage. Vous allez débuter les vendanges mardi prochain. C'est dans le Jura que se trouve votre domaine. Valentin Morel, ça consiste en quoi le quotidien d'un vigneron? Votre journée, elle ressemble à quoi? Et c'est ça qui est passionnant, c'est que ça change au fil des saisons. Donc c'est très intéressant. C'est pour ça que contrairement à un métier de bureau, par exemple, qui peut être assez répétitif, je me suis souvent rappelé cette phrase de Crawford qui dit dans son livre « Je me suis demandé ce que j'avais fait pour me retrouver au milieu de ces éclopés du taylorisme en col blanc. » Et c'est vrai qu'il y avait parfaitement ça chez Crawford. Maintenant, je suis un éclopé, mais de la nature. Et le rythme du travail change en permanence en fonction des saisons. La taille, c'est très au mois en hiver. On va se lever un peu plus tard que d'habitude puisqu'il fait nuit. On peut passer la journée dans un froid sec ou humide, mais on est tranquille à la vigne. Contrairement à cette période en ce moment où c'est beaucoup plus stressant, voilà, on voit tous les raisins qui sont accrochés à la vigne. Il faut penser aux vendeurs qui vont arriver. C'est stressant parce il y avait encore un risque d'intempérie la semaine dernière. Certaines régions d'ailleurs, la semaine dernière dans le sud de la France, ont perdu une grande majorité de raisins à cause de l'échaudage, c'est-à-dire des coups de soleil beaucoup trop forts, 45 degrés. Et puis d'autres ont grêlé la semaine dernière. Donc nous, on a un gros nuage qui est arrivé. Heureusement, c'était de la pluie assez fine. Mais en tout cas, c'est stressant jusqu'au bout. Il y a un vieux dicton vigneron qui dit tant que le raisin n'est pas dans la cuve, vous pouvez stresser. Et c'est assez vrai. Alicia Doré, alors nous avons un vigneron dans ce studio, mais la vigne en France est très diverse. On ne peut pas ranger tous les vignerons dans la même catégorie. Si vous deviez nous présenter aujourd'hui la situation actuelle du vin. Alors déjà, on voit qu'il y a de fortes disparités entre les régions. Il y a eu de très fortes attaques de mildiou dans le Bordelais, avec des primes à l'arrachage. Qu'est-ce que ça veut dire, des attaques de mildiou? Comment ça se concrétise? Alors en fait, le mildiou, c'est un petit parasite qui va attaquer les vignes. Il va faire des taches sur les feuilles et attaquer la baie qui va dessécher et tomber. Et en fait, c'est certaines conditions climatiques en termes d'humidité et de chaleur qui favorisent l'éclosion de cette maladie. Et donc le problème, par exemple, si je dois parler du vignoble bordelais, c'est que énormément de parcelles sont aujourd'hui abandonnées. Donc en fait, ce sont des nids à maladies qui vont infecter les vignes à côté. Pourquoi abandonner? Moi, je pensais que le bordelais, justement, la terre y était extrêmement rare, très précieuse. Alors c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie du vignoble bordelais qui est en surproduction. Et donc aujourd'hui, le gouvernement a aussi déployé un ensemble de subventions à l'échelle nationale pour transformer tous ces
ces excédents de vin en alcool qui vont servir pour le gel hydroalcoolique. Alors ça, il faut que vous nous expliquiez, puisque c'est même la presse anglaise qui s'en est fait l'écho. Oui. Cette semaine, il y a aujourd'hui une opération de transformation de vignes. C'est quand même assez incroyable. Oui, en fait, on assiste à une surproduction dans certaines régions et donc les vignerons ne peuvent plus gagner leur vie. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on rétrécisse ces volumes-là pour que les vignerons puissent enfin vivre décemment et produire à hauteur de la demande, puisque la demande de vin baisse de façon généralisée. Le rouge, notamment, est en difficulté. Donc ça défavorise certaines régions. Et si on va au-delà du Bordelais, on voit que toutes les régions du Sud souffrent énormément du dérèglement climatique, avec de grands extrêmes, en fait, que ce soit le gel, la grêle, les inondations, la canicule. Et pour faire une petite comparaison qui peut être assez parlante pour les auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, l'Anjou a le climat de Montpellier il y a 40 ans, et c'est Quimper qui est aujourd'hui, entre guillemets, le nouvel Anjou. Donc en fait, on remonte vers le nord. Oui. Voilà. Mais il y a donc d'importantes transformations. Il y a aussi une concurrence internationale qui s'est exacerbée. Ça veut dire que la France, que fait-elle aujourd'hui en matière donc d'exportation de son vin, Alicia Doré? Alors la France exporte beaucoup son vin et les consommateurs français s'intéressent de plus en plus aux vins étrangers. Avant, il y avait une sorte de chauvinisme. Voilà, les Français continuent à consommer majoritairement du vin français, mais néanmoins, ils s'intéressent aux vins du Nouveau Monde qui présentent des rapports qualité-prix beaucoup plus intéressants. Donc on voit qu'il y a de grands bouleversements qui sont à la fois climatiques, donc extrêmement concrets, il y a des bouleversements économiques et aussi des symboles qui tombent au profit d'autres, en fait. Valentin Morel, vous, votre vin, comment se vend-il justement? Comment observez-vous les choses? Dans le Jura, on a une position assez privilégiée parce que c'est un tout petit vignoble, un vignoble de niche. La quantité produite est assez faible. Vous faites combien de cols, comme on dit? Moi, chez moi, j'en fais 25-30 000 selon les années. Mais le vignoble du Jura en lui-même est aussi un petit vignoble. Et en plus, je suis en agriculture biologique et vin naturel. C'est un marché de niche dans la niche. Et donc, c'est extrêmement recherché. Et on a la chance, dans le Jura, d'avoir des pionniers du vin naturel. Je peux en citer un qui est Pierre Auvernois, qui est sans doute l'un des vignerons les plus connus, peut-être même dans le monde, parce que c'était vraiment... et qui est encore vivant à Pupillin, un petit village à côté de chez moi, qui est un personnage très attachant, vraiment très, très, très puissant, très, très fort. Ça veut dire quoi un vin naturel? Ça veut dire que vous n'utilisez absolument pas donc de pesticides? Non, alors voilà, le vin naturel, c'est vraiment la définition dans la fabrication du vin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intrants ajoutés dans la fabrication du vin. Par contre, il y a bel et bien, je suis en viticulture biologique, mais on traite bel et bien contre les maladies, l'oïdium et le mildiou à la vigne. Donc on utilise bien du soufre contre l'oïdium à la vigne et du cuivre contre le mildiou à la vigne. En revanche, une fois que le raisin est rentré dans la cuverie, dans la cave, on ne met plus d'intrants, parce qu'on peut mettre tout un tas d'intrants quand on fait du vin, des levures, des enzymes, et le plus gros problème, c'est les sulfites. Alors les sulfites, c'est quoi? Voilà, les sulfites, c'est un dérivé du soufre, hein, qui est un produit un peu miracle, parce qu'il a beaucoup de propriétés antiseptiques, antioxydants, il va faire le ménage dans un vin, et puis il va empêcher que le vin s'oxyde. Et c'est donc un produit qui est l'allié du vigneron, mais c'est un poison quand même, à haute dose, donc il faut quand même... il y a des doses maximum, il y a des doses légales. Et nous, voilà, on est les secteurs du vin naturel, on en met 0,0. On parle souvent de zéro. Et donc moi, je fais des vins sans sulfite, comme tout un tas de camarades vignerons. Ça veut dire que le goût de votre vin est distinct d'un vin qui ne serait pas naturel? Voilà, la définition du vin pour nous, c'est du jus de raisin fermenté, point barre. Donc on va être beaucoup plus proche de l'expression du fruit. D'ailleurs, nous, on dit que quand le vin sent le vin, on a perdu. Le vin doit sentir le fruit. Le vin doit sentir le raisin, et quand il sent le vin, on a perdu. Il y a déjà une intervention. C'est ça le lien avec les pieds sur terre, si vous me permettez. Il y a un peu le lien d'un journalisme avec le moins d'intervention possible, où on va laisser la matière première s'exprimer. Et le métier de vigneron naturel, c'est pareil. Vous avez un raisin, il faudrait idéalement que la grappe de raisin soit dans la bouteille. Ça, c'est pas possible, mais il faut qu'il y ait le moins d'intervention possible pour que la grappe de raisin soit dans la bouteille sans que ça se voie. Et donc c'est ce que vous faites. Vous le faites également avec une sorte de militantisme, Valentin Morel. Ça veut dire aussi que votre vin, malheureusement, il est exposé comme tous les autres. Alicia Doré l'évoquait, au gel, aux intempéries. Là, qu'est-ce que vous observez justement à cet égard? Ben oui, c'est le grand traumatisme qui m'a fait d'ailleurs passer à l'écriture de mon livre en avril 2021. En avril 2021, on subissait le 3e gel en 5 ans, 2017, 2019, 2021. Et j'avais repris le domaine familial depuis une petite dizaine d'années.
Et je me suis dit, c'est pas possible. Je regardais dans le rétroviseur de mon installation et j'ai réalisé que chaque année avait été l'occasion d'un nouveau superlatif. 2014, arrivée des drosophiles Suzuki, personne n'en avait jamais entendu parler. Oui, 2015, vous allez devoir nous les présenter, ces drosophiles. C'est des petits drosophiles qui, contrairement à d'autres drosophiles, réussissent à percer les raisins, alors que les autres ne le font pas. Donc celles-ci, elles ont percé les baies des raisins. Le raisin qui se transformait en vinaigre directement sur le pied de vigne, enfin c'était une catastrophe totale. C'était jamais arrivé. 2015, première canicule. 2016, plus forte attaque de milieu depuis 40 ans. 2017, plus fort gel depuis 40 ans, etc., etc. Et oui, donc en fait, c'est une succession de superlatifs. Et ben voilà, en fait, c'était une succession de superlatifs et je me dis à un moment, mais si chaque année il y a un nouveau superlatif, l'emploi d'un superlatif n'a plus de sens. Et toute cette période s'est achevée en avril 2021 avec le 3e gel où on a perdu 70% de la récolte en un jour, et puis quand même 5 vignerons qui mettent fin à leur jour dans les 2 mois qui suivent. Donc c'était quand même un traumatisme. Alicia Dorès, c'est ça en fait, la situation aujourd'hui du vignoble français. Oui, voilà, c'est énormément de difficultés. Alors après, des solutions existent quand même pour pallier à ces problèmes. Il y en a plusieurs qui sont mis en place. On pense notamment à en fait un changement. C'est là où je parlais de bouleversement dans le vignoble, c'est que en fait on assiste aussi à un bouleversement de l'encépagement. C'est-à-dire que certains cépages qui sont emblématiques de régions d'appellation. Par exemple, la Syrah donne des vins quand même assez puissants, notamment le Cabernet Sauvignon, et on voit que dans certains vignobles du Sud, on commence à replanter des cépages qui vont apporter de la fraîcheur au vin, et on essaye aussi de changer l'encépagement en important des cépages grecs, espagnols et italiens pour justement essayer de faire des croisements qui vont permettre aux nouvelles vignes d'être à la fois adaptées à des conditions méditerranéennes, donc beaucoup plus chaudes, et en même temps qui respectent le terroir français. Donc il y a tout un travail comme ça de technologie qui est fait dans le vignoble. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Alicia Dorès, je rappelle que vous êtes responsable éditoriale du Figaro Vin et on vous doit À nos ivresses aux éditions Flammarion. Valentin Morel, vous êtes vigneron et vous avez publié un autre vin, Comment penser la vigne face à la crise écologique, et c'est aux éditions Flammarion. Et maintenant, voici notre grande voix du vendredi. Il s'agit d'un neurologue, Lionel Nakache. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, puisque c'est la rentrée pour tout le monde ou presque, c'est la rentrée aussi pour les vignerons, même s'ils s'occupent de leurs vignes tout au long de l'année. Vous venez d'évoquer, Jean Lémarie, le vin et la politique du vin. Nous sommes en compagnie d'un vigneron, Valentin Morel. Vous avez publié un autre vin, Comment penser la vigne face à la crise écologique, aux éditions Flammarion, et la responsable du Figaro Vin, Alicia Dorès. Vous avez publié À nos ivresses aux éditions Flammarion. Une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie. Justement, effectivement, c'est intéressant de souligner ce paradoxe entre la protection du milieu du vin et comme symbole de l'identité française et les conséquences sanitaires que ça peut avoir. On voit quand même que de façon générale, le vin aujourd'hui revêt une dimension sanitaire et que je pense que les campagnes de prévention ont fait leur effet. On se souvient du célèbre 1 verre, ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Je pense qu'au fil du temps, les gens ont pris conscience aussi des dangers de l'alcool. Donc on voit qu'on consomme moins d'alcool, qu'on consomme mieux, puisque aujourd'hui les gens dépensent davantage pour une bouteille de vin, s'intéressent énormément à l'étiquette. Et d'ailleurs, il va y avoir une législation qui va passer en fin d'année sur l'étiquetage des vins, qui aujourd'hui bénéficiait d'une sorte de passe-droit, puisque c'était le seul aliment sur lequel on n'était pas obligé de mettre la liste des ingrédients. Ça va être obligatoire. Donc, et là, je pense que Valentin Morel voudra réagir. Je pense que pour un vigneron nature, ce sera beaucoup plus facile parce que la liste des ingrédients est assez réduite. Et pour des vignerons conventionnels, je pense qu'il faudra trouver d'autres solutions. Valentin Morel, qu'en pensez-vous ? Oui, tout à fait, c'est bienvenu cette obligation de mettre des ingrédients. Il y a quand même un bémol qui est important, c'est qu'il y a une possibilité de mettre un QR code. Donc sans doute quand même que les vignerons qui mettront plus d'un tran mettront un QR code que sans doute personne n'ira voir. C'est un peu regrettable. Les intrants, ça veut dire quoi ? Donc alors, les sulfites, on en a parlé. Sulfites, les levures, il y a plus de 200 intrants qu'on peut mettre dans le vin, hein. Du charbon œnologique, des choses plus ou moins toxiques. Les sulfites, c'est effectivement toxique. Mais par exemple, si vous levurez le vin pour faire monter, c'est pas tellement grave, mais enfin, il faut le signaler quand même. Donc des enzymes, des levures, du charbon, de l'argile pour clarifier le vin, etc. On peut vraiment mettre beaucoup de choses dans le vin. Et alors, dans le vin naturel, il y a rien. Du raisin. Alors, je vais vous faire hurler, mais
C'est un vin sain, sans intrants ni sulfite. C'est un acronyme. Sain, sans intrants ni sulfite. Et il y a une tendance, Alicia Doré, puisque Jean Lémarie parlait de la manière dont le vin pris par les politiques était considéré comme autre chose qu'un alcool. Le vin sans alcool. Alors le vin sans alcool, c'est une tendance qui ne cesse de grimper parce que effectivement, alors on parle de no low, donc c'est les vins ou en tout cas les boissons avec très peu d'alcool ou sans alcool. Moi, je suis un petit peu critique par rapport à ça parce que je vois pas vraiment l'utilité d'avoir des sortes d'ersatz d'alcool qui veulent un petit peu copier le en vin. Boire par exemple à midi. Pour en boire à midi, c'est vrai, mais je pense qu'il y a énormément de créativité du côté des sans-alcool, et je pense que c'est un marché qui va devenir de plus en plus important dans le sens où les jeunes boivent moins d'alcool, et en plus, il y a aussi j'en parle dans mon livre, une diabolisation de l'ivresse qui est très présente aujourd'hui. Valentin Morel, qu'en pensez-vous justement de ce vin sans alcool ? Bon, alors là, ça m'échappe totalement. Oui, effectivement, je suis d'accord qu'il y a tout un tas d'autres boissons. Par exemple, je pense par exemple à la kombucha, qui est aussi une fermentation qui produit très peu d'alcool. Et à mon avis, c'est bien plus intéressant que d'essayer de faire un vin sans alcool. Non, mais je voudrais réagir par rapport au biais politique, plus sérieusement. C'est vrai que moi, je fais l'analogie un petit peu. Je suis d'accord que je reconnais que c'est un problème sanitaire, la consommation d'alcool. Et je fais le lien avec la consommation de viande. Et je pense effectivement qu'il faudrait réfléchir à une consommation peut-être plus raisonnable, de meilleure qualité et moins souvent. C'est-à-dire que moi je suis partisan de faire des vins un petit peu plus chers, qu'on boirait moins souvent, de meilleure qualité. Un petit peu plus cher, ça veut dire quoi ? Puisque on n'a pas encore parlé d'argent, mais il faut en parler. Votre vin, par exemple, aux environs de quel prix ? Chez moi, je vends la bouteille chez moi TTC à environ une vingtaine d'euros, et ça se retrouve tout de suite chez un caviste entre 40 et 50 euros, sur une table de restaurant à 60 euros, et encore, c'est pas parmi les vins les plus chers, mais je trouve que c'est déjà un problème, effectivement. Donc c'est pour ça que je suis partisan de faire un vin populaire, on en parlera tout à l'heure. Alicia Doré, le marché du vin, alors on l'a évoqué, diminution de la quantité de vin consommé en France, augmentation moyenne des prix, ça se traduit comment ? Alors, ça se traduit, si en termes de chiffres, on voit qu'en 2022, 56% dépensaient entre 11 et 20 euros pour une bouteille, alors qu'il n'était que 22% en 2013. Donc, on voit qu'il y a quand même un prix psychologique qui ne cesse d'augmenter. Même, on le constate que même au restaurant, les coefficients sont toujours plus élevés. Et je pense que c'est lié à tout un ensemble de paramètres, mais les gens sont prêts à dépenser davantage pour un meilleur vin. Mais alors, un vin, aujourd'hui, le prix moyen d'un vin, donc c'est 20 euros la bouteille, c'est ça, par exemple ? Alors je pense que chez les cavistes, oui. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a une grande partie des vins qui est vendue en grande distribution, où là, on trouve des prix en deçà de 8 euros. Mais c'est toujours la même question, c'est-à-dire à partir de quand le prix d'un vin se fait à perte pour le vigneron. Et voilà, il y a aussi cette question-là qui se pose. Qu'est-ce que ça veut dire, Valentin Morel ? Parce qu'on se pose souvent la question du prix du vin. Alors, il peut y avoir aussi une forme de spéculation pour certains vins qui sont les vins les plus onéreux. Mais par exemple, quand vous me dites, voilà, moi, ma bouteille, je la vends 20 euros. Est-ce que ces 20 euros, ils correspondent par exemple à la quantité de travail nécessaire, à la quantité... Comment on fixe le prix d'un vin ? Je peux le dire, je suis membre de la Confédération Paysanne et on a un slogan, notre métier a un prix. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le prix de vente doit couvrir les coûts de production et rémunérer le travail. C'est aussi simple que ça. Donc effectivement, le prix que je vous ai donné, c'est effectivement pour rémunérer l'outil de production, la main-d'œuvre, et puis laisser une petite marge de sécurité, parce que vous savez qu'on est face à des aléas et on peut geler, on peut avoir tout un tas de fléaux qui guettent. Donc il faut aussi avoir une petite marge de sécurité. C'est ça le prix du vin. Il y a des tendances également sur le marché du vin, Alicia Doré, pour cette rentrée, pour ces vendanges et les vins donc qui vont en découler. Qu'est-ce que l'on peut dire sur les tendances du moment ? Alors sur les tendances de consommation, on voit qu'il y a une forte baisse de la consommation de vin rouge et de vin rosé au profit des blancs, qui est devenue la première couleur consommée en France. On voit qu'il y a aussi la bière gagne aussi beaucoup du terrain parce que moins alcoolisée, et donc elle vient aujourd'hui concurrencer le vin. Le trio de tête des régions préférées des Français reste quand même le trio sacré que sont Bordeaux, la Bourgogne et la Champagne. On voit aussi Bordeaux devant la
Bourgogne. Bordeaux devant la Bourgogne encore, donc on voit que c'est quand même une grosse tendance encore. Et on constate aussi qu'il y a des connaissances accrues en termes de vin, c'est-à-dire que les néophytes sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui que les connaisseurs, enfin les gens qui s'estiment connaisseurs de vin. Et donc je pense que ça va dans le sens de ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que les gens vont être de plus en plus prêts à payer davantage pour un vin. Voilà. Vous trouvez, Valentin Morel, que les gens s'y connaissent de plus en plus en matière de vin ? Oui, oui, parce qu'il y a effectivement de plus en plus de médias vins, de journalistes vins, et moi je constate effectivement chez moi des gens qui commencent à poser des questions assez précises, assez techniques, et c'est assez passionnant. Par exemple, quelles sont les questions qu'on Écoutez, les questions classiques pour un vin rouge, par exemple, vous savez que vous connaissez la différence, par exemple, entre le vin rouge et le vin blanc. Le vin blanc, on a des raisins blancs qu'on met dans un pressoir, ça fait du jus blanc. Le vin rouge, il ne faut pas le mettre dans un pressoir, sinon ça fait aussi du jus blanc. Donc le vin rouge, il faut le mettre dans des cuves, le raisin rouge. Vous le mettez dans des cuves et c'est la macération du raisin rouge qui donne la couleur de la pellicule au jus. Et la question classique, c'est ton vin rouge, est-ce qu'il est fait en grappe entière ou en éraflé ? Voilà. Donc éraflé, voilà, éraflé, ça veut dire que vous allez séparer les petites baies de la structure de la grappe, de la rafle. Donc vous allez faire macérer que les billes de raisin, alors que grappe entière, vous allez mettre l'intégralité de la grappe dans la cuve. Et ça donne deux fermentations très différentes. Et puis nous sommes en ligne avec un autre vigneron, Séverin Blanc. Bonjour Séverin. Oui, allô, bonjour. Vous êtes, vous, vigneron à Gaillac. Vous produisez un vin que vous allez nous décrire, qui est un vin différent de celui de Valentin Morel, qui n'est pas un vin naturel. Parlez-nous un peu de votre vin, donc qui est commercialisé sous l'appellation Gaillac. Oui, alors nous on produit du vin de Gaillac, donc l'appellation Gaillac elle est juste à côté de Toulouse. Donc on travaille avec des cépages locaux qui font partie de l'appellation Gaillac. On a le Loin de l'Œil, on a le Brocol, le Duras, c'est vraiment des cépages très très locaux qu'on retrouve exclusivement à Gaillac. Et on produit des vins en haute valeur environnementale, en HVE3. Et voilà. Et ce vin, il est vendu aux environs de quel prix, Séverin Blanc ? Comment vous le produisez ? On est sur des prix un petit peu plus bas que mon collègue. On est entre 10 et 20 euros. Est-ce que vous faites un vin naturel ? Est-ce que vous utilisez d'autres substances dans votre vin ? Alors, on est en HVE3, donc on a le droit à utiliser d'autres substances. Donc, comme mon HVE3, il faut que vous m'expliquiez ce que ça signifie. Alors, c'est haute valeur environnementale. En fait, c'est un cahier des charges à part. Donc, tous les intrants qui sont utilisés de la vigne à la cave sont tenus dans un cahier, et en fait chaque intrant donne une note, et en fait il y a une moyenne qui est faite à la fin de l'année, tous les 1 an et demi, et il faut être en dessous d'une moyenne départementale. Jean Lémarie. Il y a parfois une confusion et d'ailleurs de vraies batailles politiques également en coulisses sur la manière de qualifier les vins aujourd'hui, à l'heure où heureusement on se préoccupe beaucoup plus de la question environnementale, entre le HVE, haute valeur environnementale, le bio évidemment, le vin naturel. Je ne sais pas si les consommateurs et même si les amateurs de vin s'y retrouvent toujours, mais je peux vous dire que politiquement à chaque fois ça fait l'objet de débats particulièrement aigus. Alicia Doré. Oui, c'est vrai qu'on voit que les labels ont une grande importance encore pour les gens, mais c'est des questions qu'on me pose assez régulièrement. Quelles sont les différences entre les différents labels ? Aujourd'hui, il y a un label qui s'appelle le vin méthode nature, mais là encore, les vignerons nature ne s'entendent pas entre eux par rapport à ce label. Donc on voit que derrière les labels, il y a tout un ensemble de chapelles, et qu'il est vrai qu'il est très difficile aujourd'hui pour les consommateurs de s'y retrouver. Justement, est-ce que cela fait partie, Valentin Morel, d'un choix ? Est-ce que vous trouvez que ces labels sont justes ? Parce qu'il peut y avoir des labels qui rendent les choses un peu confuses parfois. Bon, moi, je trouvais que c'était très simple quand il y avait un label bio et un label... pas de label en face. Je pense que c'est assez simple. Et je crois quand même que le label HVE a brouillé un peu les cartes pour le consommateur. Personnellement, je suis favorable au label bio, point barre. Séverin Blanc, et je vais vous poser une question naïve. Lorsqu'on utilise des sulfites, des levures, pour quelles raisons les utilise-t-on ? Pourquoi y a-t-il besoin de ces substances dans le vin ? Expliquez-nous. Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, je pense que les labels sont complémentaires et pas forcément en concurrence. C'est pas forcément sur les mêmes profils
de marché. Les levures, en fait, c'est de la levure naturelle qui est utilisée dans votre pain, qui sert uniquement à faire transformer le sucre en alcool dans le jus de raisin. Donc c'est une levure naturelle qui a été sélectionnée en fait pour avoir des meilleurs rendements ou des meilleures propriétés uniquement. Et en fait, malgré ce qu'on croit, c'est pas parce qu'on ajoute une levure que c'est uniquement cette souche de levure qui va transformer entièrement la quantité de sucre en alcool. C'est plusieurs levures qui se donnent la main en fonction de l'étape de la vinification. Donc il n'y en a pas qu'une seule. Et il y a forcément des levures indigènes qui travaillent aussi, même si on ajoute des levures. Le rôle du SO2, ça a plusieurs capacités. Oui, excusez-moi, des sulfites. Vous en avez également dans les gâteaux, les chips, partout. Ça a plusieurs rôles, donc attention, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne met pas les quantités qu'on veut, tout est contrôlé et analysé. Et ça a un rôle antioxydant, antioxydasique et antiseptique. C'est-à-dire que ça évite l'oxydation des vins, ça nettoie certaines bactéries qui pourraient produire de l'acidité volatile. L'acidité volatile est une conséquence, en fait, c'est la limite légale entre le vin et le vinaigre. Donc c'est pas le but des vignerons non plus. Et ça permet de protéger un peu le vin en général pour avoir une meilleure stabilité et pouvoir le garder un peu plus longtemps dans le temps également. Alors, il y a la question donc de ce que l'on rajoute au raisin pour faire son vin, et puis il y a la question des cépages. Valentin Morel, et dans votre livre Un autre vin, le livre que vous avez publié aux éditions Flammarion, vous faites le héros de ce que vous appelez, de ce qu'on appelle les cépages hybrides. Et là, il va falloir que vous nous expliquiez en quelques mots ce que ça veut dire. Je vais essayer de faire le plus simple du monde. Tout allait bien dans la viticulture mondiale jusqu'à peu près au milieu du 19e siècle. En 1845, et là, l'oïdium est arrivé. C'est un odieux champignon, d'ailleurs, l'oïdium, qui est arrivé d'Amérique, comme le mildiou, d'ailleurs. Donc, en moins de 30 ans, il y a 3 fléaux majeurs qui sont arrivés sur les vignobles européens. C'est le mildiou, l'oïdium et le phylloxéra. Le phylloxéra, je mets de côté, c'est un puceron, ça a été réglé par la question du greffage, c'est-à-dire que ça a été réglé mécaniquement. Par contre, on ne s'est jamais débarrassé du mildiou et l'oïdium. D'ailleurs, on n'a jamais autant parlé sur une matinale, mais c'est incroyable, vous en avez parlé vous dans votre billet, et puis précédemment, on n'a jamais parlé à l'antenne ce qu'était le mildiou. Effectivement, donc ces deux champignons sont arrivés en très peu de temps, et c'est important de comprendre qu'on s'en est jamais débarrassé. C'est-à-dire que depuis 150 ans, on est obligé de traiter les vignes avec du soufre contre l'oïdium et avec du cuivre contre le mildiou. Mais c'était pas le cas avant. Il y a 150 ans, c'était pas le cas. Et à cette époque-là, les vignerons étaient polyculteurs, ils avaient des vaches, des animaux, des foins, des céréales à faire. Et au moment où la vigne est devenue phytodépendante, il faut dire le mot, dépendante aux produits de traitement phytosanitaire, à ce moment-là, des gens se sont dit, bon, c'est pas possible, on peut pas continuer éternellement à traiter la vigne avec du cuivre et du soufre, parce que ça coûte cher, ça prend du temps, on a autre chose à faire, etc. Donc c'est à ce moment-là que des botanistes se sont dit, on va créer d'autres cépages. Donc, puisque notre espèce de vigne européenne qui est qualitative pour faire du vin, la preuve, elle s'appelle Vitis vinifera, pour faire du vin. Donc celle-là, elle est qualitative, elle est européenne, mais elle est devenue sensible aux maladies. Alors que ces maladies sont arrivées d'Amérique, et là-bas, il y a d'autres espèces de vignes qui sont peu qualitatives, mais totalement résistantes aux maladies, puisqu'elles ont coévolué avec ces maladies, eh bien, ces hybrideurs, ils ont fait un croisement de fleurs. Donc c'est un processus naturel, un croisement de fleurs. Les abeilles font ça toute la journée. Ils ont croisé des fleurs entre une vigne vinifera européenne qualitative et une vigne américaine, quelle que soit l'espèce. Et ils ont créé, avec ça, ils ont un croisement de fleurs. Ils obtiennent un nouveau grain de raisin. On prend le pépin qui est dans ce grain, on sème le pépin et on a une nouvelle plante qui est une plante hybride. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une plante hybride qui est nouvelle, qui est qualitative et qui résiste aux maladies. Mais alors ça veut dire que votre vin, Valentin Morel, il est fait avec un cépage hybride. Ça n'est plus par exemple du Syrah, c'est ça. Quelque chose de... Ça, je précise que j'ai qu'une petite partie de mon parcellaire planté en hybride et que je l'ai fait à titre expérimental parce que j'avais découvert ça en Allemagne en 2013. C'est très fréquent en Allemagne et en Suisse. Pour eux, ça ne pose aucun problème. Et donc, effectivement, c'est des cépages qui ont un autre nom. Je peux vous en donner un qui est très poétique. Le rayon d'or, par exemple. Je l'aime beaucoup. Alicia Doré, est-ce que ça veut dire que ça donne un vin qui a un autre goût ? Puisque naïvement, on se dit que le cépage est décisif dans le goût du vin.
Oui, alors l'hybridation, c'est intéressant parce que finalement, apparemment, d'après ce que me disait Valentin, j'ai pas goûté assez de vin hybride pour me faire une opinion, mais C'est si rare que ça? c'est relativement rare et en fait, on voit que en France, ça reste quand même très confidentiel, alors que des pays qui sont de nouveaux vignobles, et je pense notamment à la Belgique, sont beaucoup plus motivés, je dirais, pour faire ces expérimentations-là, parce qu'ils n'ont pas l'histoire viticole qu'on peut avoir, et donc qui empêche aussi les vignerons d'évoluer en ce sens-là. Mais le goût est différent, plus sur les rouges que sur les blancs. Et à l'aveugle, c'est parfois à s'y méprendre avec des cépages très connus comme le chardonnay ou d'autres. Et oui, parce que il y a effectivement de plus en plus un marketing qui est fait autour du cépage, notamment dans les pays qui sont des pays neufs en matière de vin, Alicia Doré. Oui, ce qu'on constate, c'est que de gros bassins de consommation sont en train d'émerger, notamment on pense au Brésil, à l'Inde ou encore à l'Afrique. Et dans tous ces pays-là, ce qu'on constate, c'est que il y a une appétence pour les vins que nous, on favorisait précédemment. J'en ai pas parlé quand je parlais des tendances, mais aujourd'hui, on veut des vins plus légers, moins tanniques, moins boisés. Mais ces vins-là trouvent aujourd'hui des débouchés sur ces nouveaux marchés du vin. C'est-à-dire qu'ils utilisent donc ces techniques-là. L'autre tendance, hélas, et j'ai envie de rajouter, Alicia Doré, c'est que le réchauffement climatique, il a comme conséquence de faire basculer un certain nombre de régions dans des régions productrices de manière aisée de vin. Voilà, en fait, il y a un grand paradoxe entre les tendances de consommation qui vont vers des vins plus légers et le dérèglement climatique qui engendre en fait des vins plus sucrés, plus alcooleux, plus tanniques. Et donc c'est un vrai défi pour les vignerons parce que finalement c'est quand même le consommateur qui arrive à imposer les tendances et les vignerons vont devoir s'adapter à ça en utilisant des méthodes adaptées. Donnez-nous des exemples justement de cela, non pas de nouveaux vignobles, mais de la manière dont le réchauffement climatique a fait évoluer certains vins. Eh ben, notamment, on peut voir que... alors, je ne voudrais pas passer pour une climato-sceptique, mais je pense que certains vignobles, et notamment septentrionaux, ont bénéficié du réchauffement climatique. C'est-à-dire que dans certaines régions, je pense notamment à l'Alsace, souvent Ce n'est pas du climato-scepticisme que de dire ça. Non, mais de dire que les vignobles peuvent profiter du réchauffement climatique, bon, c'est un petit peu provocateur, mais finalement, certains rouges, en Alsace notamment, étaient réputés comme étant très acides, très verts, un peu austères. Et aujourd'hui, on constate que ces vins-là sont beaucoup plus fruités, beaucoup plus chaleureux en raison du réchauffement. On voit aussi ça en Champagne avec les rouges, qui ressemblent maintenant à de très grands Bourgognes. Et dans le Jura, comment ça se passe? Le Jura fait un petit peu de partie de ces régions qui ont un petit peu bénéficié de ça, puisque il y a encore 15 ou 20 ans dans le Jura, on avait toujours des vins rouges qui étaient très légers, on n'arrivait pas tellement à faire mûrir, et maintenant on a effectivement des vins rouges du Jura plus mûrs et qui sont d'ailleurs beaucoup plus reconnus qu'avant. Le Gaillac, en revanche, Séverin Blanc, lui, il est dans une région donc à côté de Toulouse où il fait plutôt chaud. Qu'est-ce qui a changé récemment pour votre vin? Alors oui, en effet, si ça peut favoriser peut-être certains vignobles au nord de la France, nous sommes dans la partie sud et pour l'instant ça va à peu près encore. Mais quand on voit nos collègues des Pyrénées-Orientales, j'ai pas mal de collègues vignerons là-bas qui, eux, souffrent clairement du manque d'eau. La culture de la vigne commence à être clairement difficile. Donc pour s'adapter à ça, il faut changer des cépages ou avoir accès à l'eau pour, irriguer, pour le maintien du matériel végétal, de la vigne en elle-même. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'il y a un décalage qui se fait vers le haut. Plus on descend vers le sud, plus il fait chaud. Et plus on monte vers le nord, où des régions étaient un peu plus froides, pour faire certains vins rouges, par exemple, comme vous l'avez dit. En bas, du coup, les vins rouges sont de plus en plus tanniques, de plus en plus chargés, et avec des maturités de plus en plus précoces également. Vous, Séverin, vous allez débuter les vendanges lundi prochain. Valentin, vous, c'est mardi prochain. Elles ont déjà débuté dans certaines régions, par exemple dans la Gervanne. Est-ce qu'on est capable de donner des tendances, Alicia Doré, pour cette année, la manière dont ce vin va pouvoir être goûté avec les conditions climatiques dans lesquelles il a été produit ? Oui, alors j'ai fait récemment un grand tour de France du vignoble pour voir un petit peu ce à quoi on pouvait s'attendre. Comme le disait très justement Valentin, c'est quasiment impossible avant le premier jour de vendange et avant que les raisins soient dans les cuves de prévoir quel goût va avoir le vin. Ce qu'on peut noter, c'est que la Corse a déjà fini depuis très longtemps ses vendanges. On voit qu'il y a quand même une grande tendance à ce que les vendanges aient lieu beaucoup plus tôt qu'auparavant. Et ensuite, certaines régions
ont été très préservés. Je sais qu'il y a quelques inquiétudes en Bourgogne par rapport à une pourriture qui arrive sur certains vignobles en raison des précipitations qui ont été assez importantes. L'Alsace, apparemment, aura un très très beau millésime. La vallée du Rhône a beaucoup souffert de la chaleur. Donc on voit quand même que les tendances dont on parlait se confirment cette année. Et le Beaujolais ? Alors le Beaujolais, je crois qu'ils ont aussi énormément souffert de la chaleur, mais il y a eu un été assez pluvieux, un mois de juillet assez pluvieux, donc on verra ça. Alors, ça, a priori, c'est plutôt une bonne chose quand il y a un peu de pluie. Alors là, il y a eu beaucoup de pluie. Il y a eu beaucoup de pluie et la chaleur derrière, c'est vraiment le cocktail Molotov de la survenue des maladies. Et bientôt, on aura le Beaujolais nouveau, donc ce sera le premier test. Merci Alicia Doré. Je rappelle que vous êtes responsable du Figaro Vin. On vous doit Nos Ivresses aux éditions Flammarion. Valentin Morel, Un autre vin, comment penser la vigne face à la crise écologique. C'est aussi aux éditions Flammarion. Merci Séverin Blanc. On était en ligne avec vous depuis le vignoble de Gaillac. 8h44 sur France Culture.